Bonsoir à vous, bienvenue dans cette grande soirée politique. Qui sera le nouveau locataire de l'hôtel de région? Qui prendra la tête du centre Val-de-Loire à l'issue des élections régionales le 27 juin prochain? Nous ouvrons le débat ce soir. Les candidats auront 90 minutes pour vous convaincre. Bonsoir Franck. Bonsoir Rebecca. Alors effectivement, dans quelques instants, ils seront 5 candidats sur le plateau de France 3 Centre Val-de-Loire. Un plateau exceptionnellement installé ici, effectivement, au Conseil régional. Alors on va leur poser des questions. Nous allons les interroger sur 4 grandes thématiques majeures dans la région, à savoir la santé, la sécurité, mais également l'économie et l'environnement. Et puis, chose importante, dans cette émission, on va vous révéler en exclusivité le résultat du dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour. Vous êtes prête? Nous sommes prêts, c'est parti pour le débat. On y va. Et nous voilà en direct de l'hôtel de région à Orléans. Bienvenue dans cet hémicycle où siègent 77 conseillers régionaux. Des conseillers que vous allez renouveler pour un mandat de 6 ans lors des élections des 20 et 27 juin prochains. Parmi les candidats en lice, 5 têtes de liste avec nous sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir messieurs, 5 candidats donc sur ce plateau qui en fin d'émission auront chacun 1 minute pour tenter de convaincre leurs électeurs. Alors il faut qu'on explique, messieurs, à nos téléspectateurs que nous n'avons pas décidé arbitrairement de la place que vous occupez ce soir sur ce plateau. Pour n'avantager personne, bien sûr, nous avons procédé à un tirage au sort. Et ce tirage au sort a tout d'abord désigné Marc Fesneau. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Représentant du MoDem et soutenu par La République En Marche. En deuxième position, par l'ordre désigné par le hasard, François Bonneau, président du Conseil régional sortant, candidat du Parti socialiste, allié aux communistes, au PRG et à Cap Écologie. Bonsoir. Bienvenue. Sur notre droite, Rebecca, Charles Fournier. Bonsoir, représentant d'Europe Écologie Les Verts. Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, allié à l'UDI pour cette élection. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, notre dernier invité, 5e et dernier invité, Alexandar Nikolic. Vous êtes le candidat pour le Rassemblement national. Bienvenue. C'est exact. Bonsoir à tous. Et j'ajoute que 2 autres listes sont aussi candidates à ces élections régionales. Il s'agit de la liste Lutte ouvrière menée par Farida Megdoud et de la liste Démocratie écologique menée par Christelle de Crémier et Jérémy Clément. Nous les entendrons aussi au cours de ce débat. Merci Rebecca, nous sommes complets. Voilà donc pour nos invités. Pour nos téléspectateurs, sachez une chose, c'est que vous pouvez également consulter le site web de France 3 Centre Val-de-Loire où vous pouvez retrouver tous les éléments de cette campagne pour les régionales avec des articles et bien sûr des analyses. Les réseaux sociaux également, Rebecca, Facebook et Twitter. Et d'ailleurs, sur Twitter, je rappelle, @F300, vous pouvez laisser vos commentaires ce soir avec le hashtag régional CVDL. Oui, notez bien ce hashtag. Avec nous également sur ce plateau, Antoine Denécher, journaliste, rédacteur en chef à France Bleu Orléans. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous allez Bonsoir, nous apporter dans un instant votre analyse de notre sondage France 3, France Bleu, Ipsos, Sopra, Steria. Mais avant cela, les résultats de vos intentions de vote détaillées par Christine Launay. Regardez. La liste du Rassemblement national menée par Alexandar Nikolic arriverait en tête du premier tour des élections régionales, avec 28% des intentions de vote, suivie par la liste du président socialiste sortant François Bonneau, avec 21%. Le MoDem Marc Fesneau, soutenu par La République En Marche, recueillerait 19% des intentions de vote. Au second tour, dans l'hypothèse d'une quadrangulaire, le Rassemblement national obtiendrait 30% des intentions de vote, à égalité avec une liste de rassemblement à gauche, avec les écologistes. Dans l'hypothèse d'une fusion MoDem Les Républicains conduite par Marc Fesneau, les 3 listes en lice arriveraient au coude à coude avec un très léger avantage à la liste de rassemblement à gauche, avec 1 point de plus. Dernière hypothèse, une liste de rassemblement à droite et au centre, conduite 7 fois par Nicolas Forissier, ferait baisser le score du RN à 32%. Dans le même temps, le socialiste François Bonneau reprendrait une très légère avance, atteignant les 35% d'intention de vote.
Votre choix pourrait-il changer? À cette question, 4 sondés sur 5 s'étant prononcés pour Aleksandar Nikolić sont certains de concrétiser leur choix le 20 juin prochain, contre une certitude d'à peine plus de 50% pour les électeurs de Charles Fournier et de Nicolas Forissier. Voilà pour les intentions de vote. Vous allez réagir dans un instant, messieurs. Antoine, d'abord, ce sondage nous révèle également, et c'est important, les préoccupations des électeurs, des habitants du centre Val-de-Loire. Oui, le premier constat, c'est qu'en centre Val-de-Loire, la préoccupation numéro 1, c'est la santé pour les citoyens. C'est une constante dans les 2 sondages Ipsos réalisés pour France Bleu et pour France 3, le 19 mai et le 9 juin. Ce thème, en fait, est cité par 1/3 des sondés dans la région, alors que dans le reste du pays, pour vous donner une idée, on est à moins d'1 personne sur 5 qui cite la santé. Et évidemment, pourquoi? Eh bien, parce que dans le centre Val-de-Loire, on pense aux déserts médicaux, au manque de médecins dans une grande partie de la région. On pense aussi au fait qu'il n'y a qu'un seul CHU à Tours. C'est un grand débat. Je peux vous dire que sur la plateforme Ma Solution, qui est la grande consultation citoyenne qui a été lancée en janvier sur France Bleu pour faire remonter, émerger les préoccupations du terrain, il y a beaucoup de propositions justement qui sont consacrées à la santé. J'en ai retenu une seule. Isabelle, 55 ans, en Indre-et-Loire, elle écrit sur cette plateforme Ma Solution qu'il faut que les premières années de travail des médecins soient, je cite, localisées par l'État. En clair, c'est le fameux thème, à obliger les jeunes médecins à s'installer là où on manque de médecins. Alors, est-ce que le Conseil régional en centre Val-de-Loire peut répondre à ça ou pas? Ce sera peut-être aux candidats de le dire. Ils ont des propositions. Thème numéro 2 dans les préoccupations des citoyens en centre Val-de-Loire, la sécurité. Alors, ce n'est pas du tout une compétence du Conseil régional, mais ça vient très haut. Notons quand même qu'avec 31% des sondés qui placent la sécurité comme préoccupation majeure, le centre Val-de-Loire, finalement, est en dessous de la moyenne nationale, qui est plutôt à 40%. Est-ce que ça veut dire qu'on se sent un tout petit peu plus en sécurité chez nous qu'ailleurs? Ça, c'est à voir aussi. Enfin, 3e thème, le chômage. Ça, c'est pas vraiment une surprise avec la crise économique liée à la crise sanitaire. Le chômage qui est remonté au-dessus du Covid comme préoccupation des citoyens entre les 2 sondages du 18 mai et du 9 juin. Donc, il y a un paradoxe quand même en conclusion. Sécurité, chômage et puis santé, on n'est pas du tout dans stricto sensu ce qu'on appelle les compétences du Conseil régional, alors que les transports, par exemple, ou encore le développement économique et le soutien aux entreprises, qui sont des vraies compétences de la région, ne sont même pas dans le top 10 des préoccupations des habitants. Mon cher Antoine, vous savez que nous sommes très numériques ce soir. Alors, on va revenir très très rapidement sur ce sondage. Pour nos téléspectateurs, eh bien, vous allez voir apparaître sur votre écran un QR code. Eh bien, il vous suffit de le scanner avec votre portable. Il va rester inscrit pendant assez longtemps sur votre écran. Prenez votre temps et vous allez découvrir les tenants, les aboutissants de ce sondage Ipsos Steria, tout dans les moindres détails. Alors justement, messieurs, nous aimerions avoir en quelques mots une réaction rapide à ce sondage, toujours dans l'ordre du tirage au sort. On commence par vous, Marc Fesneau. Vous êtes donné à 19%. Votre réaction, rapidement? C'est un sondage qui montre qu'au fond, les scores sont très serrés au premier et au deuxième tour. On est dans la marge d'erreur, comme le précédent. Au fond, ils se ressemblent. Deuxième élément, un vote de désespérance et de colère qui s'exprime. Et c'est à ça qu'il faut répondre, au fond, et c'est ça qui s'exprime. Puis le 3e sujet, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce débat, et je vous en remercie, c'est le fait que les citoyens de la région Centre puissent s'intéresser aux sujets concrets qui les concernent et dont dépendent les compétences de la région Centre Val-de-Loire. Et on va y revenir lors de ce débat. Merci Marc Fesneau. François Bonneau, votre réaction à ce sondage qui vous place en seconde position au premier tour et au coude à coude au second tour avec le Rassemblement national? C'est un sondage intéressant, peut-être d'abord pour les préoccupations qui sont exprimées par nos concitoyens, puisque ce soir nous allons échanger avec eux, entre nous et avec eux, prendre en compte à travers ce sondage ce que sont aujourd'hui les principales préoccupations. Ce sont des préoccupations du quotidien. Dans le champ direct de compétences de la région ou pas, on en parlera. Mais aujourd'hui, on entend bien la problématique de l'emploi, etc. Le deuxième élément, c'est que ce sondage montre combien la majorité que j'ai conduite est en situation de l'emporter si le rassemblement continue à se faire. L'indication qui est donnée entre les 2 sondages est une indication positive pour la liste que je représente. Il faut bien évidemment que nous continuions et que nous accélérions cette mobilisation de l'électorat. Encore une réaction. Charles Fournier, 9%. Vous êtes déçu? Non. Je crois qu'il faut toujours être prudent. Quand on parle de sondage, on a pu voir aux élections municipales, on a pu voir en 2015,
combien les écarts étaient importants entre les prévisions et puis ce qui se passe dans la réalité. Et puis je voudrais signaler que l'écologie progresse depuis 2015 et donc on est, en restant dans la marge d'erreur, dans une progression. Puis le deuxième élément, c'est effectivement les thématiques qui sont mises sur le devant de la scène, des thématiques importantes, mais qui ne doivent pas cacher d'autres thématiques extrêmement importantes, comme celle du dérèglement climatique, des crises écologiques, dont nous devrons parler évidemment et débattre ici ce soir. On va en parler, ce sont effectivement les préoccupations des électeurs. Nicolas Forissier, 18% des intentions de vote pour vous au premier tour. Comment est-ce que vous analysez ce chiffre ? Un sondage, c'est une photographie de l'instant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la succession des sondages. Et je note que ma liste, ma candidature progresse. On est dans une dynamique et évidemment, je compte bien aller jusqu'au bout de cette dynamique parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de reprendre en main cette région, de la relancer, de la rendre plus proche, plus simple, de faire en sorte qu'on puisse répondre aux inquiétudes qui sont exprimées, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, sur des sujets qui ne sont pas forcément les compétences de la région, mais dont je considère, je pense à la sécurité, je pense à la santé, que nous devons nous en emparer et faire 100% de ce que nous pouvons faire. Les listes que je conduis sont des listes d'élus, elles sont très ancrées dans les territoires et nous allons nous battre jusqu'au bout pour convaincre que nous pouvons relancer cette région. On passe à la réaction d'Alexandar Nikolic pour le Rassemblement national. 28%, vous êtes donné à 28%, je suppose que vous êtes plutôt dans le registre de la confiance, vous, avant le premier tour. C'est évidemment encourageant, mais si je dois tirer un enseignement de ce sondage, je vais tout de suite parler du second tour. Moi, je crois à la parole des hommes politiques. Monsieur Forissier a dit qu'il n'est pas dans une logique de fusion, donc je vais surtout me baser sur la cadre angulaire. Et on voit aujourd'hui qu'il y a deux choix possibles. On abordera ça dans le détail tout à l'heure dans l'émission. La liste de Monsieur Bonneau, qui dirige notre région depuis 23 ans, et la liste que je porte, celle du Rassemblement national et de ses alliés. Mais le seul sondage et les seuls chiffres qui compteront, ce seront ceux des résultats les 20 et 27 juin prochains. Et reste encore effectivement l'inconnu de l'abstention qui n'est pas pris en compte dans ce sondage. Voilà, merci pour ces quelques réactions. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce premier thème, la santé. On l'a vu dans le sondage, c'est la préoccupation principale des électeurs. Plus encore depuis la crise sanitaire, notre région est très touchée par la désertification médicale. Nous sommes les moins bien dotés en médecins de toute la France. On regarde cet état des lieux signé Lucie Séconi en Centre-Val de Loire et on se retrouve juste après pour le débat. La santé fait irruption dans le grand débat régional parmi les toutes premières priorités. Grande surprise quand on sait que la région n'est dotée que de faibles compétences en la matière. Le système de santé est actuellement vertical, télécommandé depuis Paris. Alors, on pourrait croire que l'agence régionale de santé est, comme son nom l'indique, directement liée au conseil régional. Mais non, l'ARS est le bras armé de l'État qui applique sa politique de santé nationale. Avec la région, ils sont partenaires. Cela se traduit par la présence de représentants du conseil régional lors des commissions. À part ça, regardons de quelle autre manière le conseil régional peut agir pour notre santé. En finançant et en réalisant des équipements sanitaires dans les quartiers prioritaires, par exemple. En gérant la formation professionnelle dans le paramédical, mais surtout, la région a pour principal objectif de lutter contre les déserts médicaux. Aider financièrement pour l'installation ou le maintien de médecins, salarier des professionnels, créer des bus de santé mobile. Toutes les idées sont bonnes pour y parvenir et pour réussir. Surtout lorsque l'on constate qu'un peu plus de 6 communes sur 10 dans le Centre-Val de Loire restent sous-dotées en soins médicaux. Il y a donc urgence. Mais tous les candidats en sont-ils vraiment conscients ? Alors c'est la question, les candidats en sont-ils suffisamment conscients ? En tout cas, le sondage montre que le développement de l'offre de soins de proximité, c'est important, doit être une priorité dans les années à venir pour le Conseil régional. Moi j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que c'est selon vous une politique qui a été suffisamment développée par l'équipe du Conseil régional depuis des années ? Marc Fesneau. Manifestement non. Puisque le sondage dit bien que c'est la préoccupation principale des habitants de la région centre. Ça veut dire que ça fait 25 ans que c'est la même équipe qui gouverne et qu'elle n'a pas su trouver des solutions. Je ne dis pas que c'est forcément simple, mais il y a une panoplie d'outils qui sont à notre disposition. Je pense aux stages qu'on peut faire, l'encouragement aux stages dans les zones où la désertification règne. Vous avez parlé de la télémédecine. On peut parler de la prévention avec des services itinérants qui viennent détecter telle ou telle pathologie, parce que quand une pathologie est prise tôt, c'est quand même beaucoup mieux que quand elle est prise tard. Vous avez la question des médecins salariés et de maisons de santé pluridisciplinaires, l'occasion de redire les choses.
Le président Bonneau avait indiqué qu'il créerait 150 médecins salariés. Aujourd'hui, c'est 7. Ça, Et il en propose 300. On voit bien que ce n'est pas la seule solution. Je rappelle que dans cette région, et donc on a une question d'attractivité et de prendre en compte globalement la situation des jeunes médecins qui se forment. 40% des personnes qui se forment en région centre pour être médecins quittent la région centre. Donc on a un sujet d'attractivité. Comment on accompagne ceux qui sont en formation pour ici trouver un logement, ici trouver un service, parce que c'est bien une question d'attractivité. Donc on a la panoplie des outils. Puis le dernier sujet, je pense qu'il faut qu'on fasse au cas par cas. On ne peut pas avoir des moules dans lesquels on impose aux collectivités ou aux médecins de rentrer. Alors, vous avez balayé à l'instant tout un tas de thèmes que l'on va essayer de développer dans ce volet concernant la santé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que François Bonneau réponde, puisque vous mettez en cause sa politique très clairement. Non, je vais surtout m'adresser aux téléspectateurs en rappelant à chacun que le droit, l'accès aux soins, c'est une des principales conquêtes de nos concitoyens, et c'est le Conseil national de la résistance. C'est une formidable promesse. Égalité d'accès aux soins. François Bonneau, vous êtes d'accord qu'à l'heure actuelle, les habitants du Centre-Val de Loire n'ont pas accès forcément aux soins? Où en sommes-nous? L'État, durablement, a été totalement insuffisant. Pensez que dans cette région, il y a 25 ans, on formait 90 médecins alors qu'on aurait dû en former 350. Responsabilité de l'État. Question de numerus clausus. Mais pas que numerus clausus. C'est pour ça qu'on a répartition des médecins, aucun courage, aucune volonté. Et aujourd'hui encore, Marc Fesneau, quand le président de région demande à la ministre, toutes affaires cessantes, de créer une fac d'odontologie, c'est un refus. Vous trouvez ça normal? Monsieur Bonneau, vous devriez vous renseigner sur les dossiers. La fac c'est un refus. Elle devait ouvrir en 2021. Je poursuis. On va y arriver, j'ai aucun doute là-dessus. Je poursuis. Ne caricaturez pas. Refus du ministre. Deuxième point. Aujourd'hui, la région a pris ses responsabilités, mais elle est allée bien au-delà. Elle a pris les responsabilités de l'État par rapport à cette insuffisance. C'est la seule région. Le chiffre, vous le contestez? Il devait y avoir 300 médecins, il y en a 7. 107 maisons de santé pluridisciplinaires créées par la région. Aucune autre région n'a fait cet effort et nous l'avons fait à la place de l'État. Deuxième élément. On progresse, mais on ne progresse pas assez vite. Moi, je veux que chaque habitant ait accès à un médecin. Et oui, j'engage la création de 300 postes de médecins salariés. Sur les 7, je laisse M. Fesneau à ses responsabilités. J'ai mis 18 mois. C'est la réalité, M. Bonneau. J'ai mis 18 mois à convaincre le gouvernement de m'autoriser à créer des postes de médecins, puisqu'il ne le faisait pas. J'ai obtenu cette autorisation au mois de janvier. Et entre janvier et maintenant, nous avons 10 médecins qui sont installés, 10 autres qui vont s'installer. Et oui, nous avons la volonté. Parce que moi, je ne suis pas comme M. Fesneau. Quand il y a un gros problème, je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Il ne faut pas démissionner, il faut être courageux, il faut être combatif. François Bonneau, vous dénoncez, on l'a compris, un système de santé actuellement très vertical, télécommandé depuis Paris. Lucie Séconi le disait dans son sujet. Faut-il aller vers plus de décentralisation pour donner plus de marge de manœuvre à la région? Qui veut répondre? La question, Alexandar Nikolic, s'il vous plaît. Et après, Charles Fournier. Alors, je rappelle qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord le plan d'austérité qui a touché l'hôpital et dont tous les partis présents ici sont responsables. C'est un problème national. Ensuite, il y a effectivement un problème du nombre de médecins dans notre région. Globalement, en France, il n'y a pas assez de médecins, on l'a dit, en raison du numerus clausus pendant des années. Il faudra du temps pour rattraper ce manque. Mais moi, j'habite en Eure-et-Loire. Quand je prends un rendez-vous chez un spécialiste, il me faut 1 an. Quand je veux prendre un rendez-vous dans les Yvelines à 1 heure, il me faut 1 semaine. C'est parce que notre territoire est moins attractif. Alors ça n'a pas changé du jour au lendemain. C'est un cercle vertueux réenclenché. Mais je vais répondre juste sur ce qui a été abordé sur l'idée du salariat des médecins. Ça va vous surprendre, mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense juste que l'ambition qui a été dite à l'instant de recruter 300 médecins c'est pratiqué dans certains trop élevé et on le voit, c'est un échec. C'est un échec avec les 7 médecins pour l'instant recrutés. Pourquoi c'est un échec? Parce que pourtant ça pourrait attirer des médecins. Il y a une simplification administrative. Les médecins, il y a beaucoup de jeunes médecins notamment qui préfèrent parce qu'ils peuvent partir en vacances plus facilement. Parce qu'il y a un problème de salariat, en fait de salaire entre ceux qui sont aujourd'hui libéraux et ceux qui sont embauchés. Et donc, pour attirer les médecins, je pense qu'il faut avoir moins d'ambition et en recruter 50, 60, mais avec un salaire plus élevé pour les attirer. Ensuite, il y a d'autres idées qu'on peut développer.
Je crois aussi beaucoup à la télémédecine. Je pense qu'il faut aussi se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, la télémédecine permet de sortir des ordonnances, permet de faire des visios. On sait que ça va se développer et ça permettra ensuite de faire d'autres prestations. Évidemment, on préfère des médecins physiques, mais ça comblera un manque et assurer la santé de tous sur tout le territoire, ça doit être une priorité. Et puis, effectivement, ça a été dit dans le sujet, il y a les camions de santé mobile qu'on propose. Le département de l'Aude fait ça, il y a des contrats qui sont passés avec la collectivité et on fera la même chose avec des partenariats avec les communes. Il faut tout faire pour assurer la santé sur tout le territoire. J'aimerais que vous nous donniez votre position sur le sujet. Marc Fesneau, tout à l'heure, a très clairement mis en cause la politique développée par le Conseil régional depuis des années. J'aimerais avoir votre position. Est-ce que vous considérez que la politique régionale développée depuis des années est responsable de cet état de fait ? Après un quart de siècle, et quand on voit qu'on est la région qui connaît le plus grand désert médical de France, évidemment que c'est un échec. Évidemment. Donc maintenant, il faut s'adapter à ça, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé et trouver des solutions pour régler ce problème dans l'avenir. Charles Fournier, on ne vous a pas entendu encore. On vous a mis en cause très clairement. Oui, alors on a été. Est-ce que vous vous sentez responsable de cet état de fait ? D'abord, il faut redire que la santé est une compétence de l'État, avant d'être une compétence des régions. Donc mettre ça sur le dos du bilan de la majorité sortante est un peu étonnant de la part d'un ministre d'un côté et de la part d'un candidat. Peut-être premier élément. Oui, bien sûr. Vous avez des leviers. Bien sûr. Il faut les utiliser. Et nous y sommes largement attaqués en créant des maisons pluridisciplinaires de santé, en créant des centres de santé. Je voudrais rappeler qu'en 2015, d'ailleurs, le seul candidat qui portait l'idée des médecins salariés, c'était moi, et j'ai été contesté à différents endroits sur cette question. Depuis, on a pu se rendre compte que c'était la solution nécessaire, complémentaire, pas unique. Évidemment, il faut des coopérations avec la médecine libérale. Il faut aussi, et c'est fondamental en termes de santé, et ça n'est jamais dit, d'ailleurs, dans votre sondage, c'est le système de santé qui est interrogé, c'est que la santé, c'est aussi éviter d'être malade. C'est aussi travailler profondément sur la prévention, sur les problématiques environnementales et écologiques, 100 000 morts liés à la pollution, des difficultés pendant la crise Covid, de comorbidité liées à la malbouffe, liées aux problèmes de pollution de l'air, liées à la qualité de l'eau. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel il faut mettre le paquet, et ça, les régions pourraient être déterminantes sur cette question. Nicolas Forissier, vous êtes sur un territoire qui est plutôt rural dans votre département. Vous connaissez bien ces problèmes de désertification médicale. Quelle politique souhaitez-vous mettre en place et quelle vision avez-vous pour cela ? Je pense que c'est absolument essentiel que la région se mobilise sur cette question. D'abord parce que c'est une préoccupation principale de nos concitoyens, et deuxièmement parce que c'est une réalité qu'ils vivent du coup tous les jours, et notamment dans les territoires ruraux. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, honnêtement, c'est un échec. L'échec est peut-être partagé. Sans doute que l'État n'a pas été totalement à la hauteur. L'échec de qui ? De l'État et de la région ? Pour notre région. Quand on est la dernière région en nombre de médecins par habitant, c'est un échec. Et je voudrais quand même dire à François Bonneau que, même si je comprends bien qu'il en veuille à l'État, ça fait 25 ans ou presque, 23 ans et demi que la même majorité gouverne. Elle s'est réveillée, entre guillemets, en 2019 avec un plan santé, des colloques et une annonce de médecins salariés. On voit bien que c'est compliqué, que ce n'est pas forcément la bonne solution. Moi, j'ai un peu peur que ce soit, au fond, des chiffres qu'on lance, maintenant c'est 300, et qui soit un peu une espèce d'illusion pour donner le sentiment qu'on fait quelque chose. Je crois qu'il faut revenir au réalisme. Il y a une chose essentielle qu'il faut bien comprendre, c'est que, et en tout cas je le pense, la région ne peut pas agir seule. Elle doit travailler en étroit partenariat avec les départements, avec les communautés de communes et d'agglomération qui ont engagé déjà tout un travail de recherche de médecins, de recrutement, d'accompagnement de l'installation, de bourses. Et c'est ce travail-là qui doit être conduit en premier. Alors, il y a un deuxième sujet qui est stratégique. Allez-y, je vous en prie. C'est le sujet de la formation des médecins. Nous sommes la seule région, je mets la Corse à part parce qu'elle n'a pas de CHU, mais nous sommes la seule région à n'avoir qu'un seul centre universitaire hospitalier, universitaire hospitalier dans cette région, alors qu'il en faudrait au minimum un deuxième. C'est le cas dans les autres régions. Donc il faut se battre sur ce sujet. Alors ça va se faire, en tout cas c'est ce que je propose, sous l'égide de l'université de Tours. Il faut le faire à Orléans. Pourquoi ? Parce que on voit bien que les médecins qui s'installent, ils aiment bien rester pas très loin de leur lieu de formation. Ils ont vécu 10 ans, 11 ans dans la ville universitaire et ils restent à proximité de leur prof. On va revenir sur la question effectivement de la faculté de médecine de Tours et pourquoi même si pas c'est pas un une projet réponse, à Orléans. Même si c'est pas une réponse Nicolas à Forissier, court terme, oui. il faut qu'on engage ce travail sans On faiblir. va y revenir. D'abord, je vous propose qu'on prenne un exemple exemple très concret dans ce débat sur la santé. On va aller dans le Berry, justement, dans la ruralité, rejoindre Céline Durchon, journaliste de la rédaction. Céline, vous êtes à Saint-Doulchard,
dans le Cher et vous êtes accompagné d'un médecin généraliste, premier concerné par la question. Oui, tout à fait, Rebecca. Nous sommes à Saint-Doulchard, chez vous ici, docteur Ferrand, mais vous exercez à Marmagne, à quelques kilomètres d'ici. Alors nous sommes dans le Cher, qui est une zone rurale, une zone de désert médical, puisqu'ici, il y a 211 médecins pour 100 000 habitants. C'est le département le plus en difficulté de Centre-Val de Loire. Il y a encore beaucoup de patients qui sont sans médecin. Comment on l'explique d'abord ? C'est l'explication de 30 ans de numerus clausus qui était drastiquement bas. Et donc, effectivement, pas assez de formation, pas assez de médecins, peut-être un manque d'attractivité de la région. Et les médecins vont partir un petit peu ailleurs. Tout un ensemble de choses qui arrivent, qui fait que maintenant, c'est très compliqué. Dans beaucoup de zones rurales, on installe aussi des maisons de santé. Encore faut-il qu'il y ait des médecins qui viennent s'y installer. On fabrique des très belles coquilles qui sont jolies, qui coûtent très cher, mais effectivement, à l'intérieur, l'important, c'est l'être humain. Et pour l'instant, on a du mal à attirer les confrères. Alors, les candidats sont en plateau, ils vous écoutent directement. Qu'est-ce que vous avez à leur demander ? Alors moi je vais parler en tant que professionnel de santé, mais je vais parler aussi en tant que citoyen de la région Centre, où je m'inquiète de prendre en charge des patients, et puis même moi un jour je serai peut-être malade. Comment on fait pour gérer les patients ? On n'a plus de référents spécialistes, c'est très compliqué pour avoir des rendez-vous d'ophtalmo, des rendez-vous de cardio, c'est 4 à 6 mois actuellement dans le département. Je ne parle plus du dermato. Quand je suis arrivé dans le département à la suite de mes études, ils étaient 12, ils sont 3 aujourd'hui, c'est très compliqué. On va écouter attentivement ce qu'ils ont à vous répondre. Vous me disiez aussi à l'instant que vous avez 1800 patients, alors que la moyenne nationale est d'environ 900. 980. On va écouter ce que les candidats ont à vous répondre. C'est vrai que les chiffres sont assez éloquents. Alors moi, je vous pose de façon ouverte très concrètement la question, messieurs. Est-ce que c'est un problème, ça a été soulevé, d'attractivité de notre territoire, ou est-ce que c'est un problème réel de nouvelle culture des jeunes médecins qui tiennent à leur confort de vie, ce pourquoi ils s'installent en ville? Nicolas Forissier. Non, mais ce que vous dites est exact dans les deux cas, c'est-à-dire qu'effectivement, la façon d'accomplir sa mission de médecin a évolué. On n'a plus, moi j'avais un médecin référent, il commençait à 6h du matin, il terminait à 10h. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est la société qui évolue. Il y a beaucoup de femmes, en plus, qui deviennent médecins. Elles sont majoritaires dans les promotions. Et donc, à un moment, elles ont des enfants. Elles ont envie d'avoir un rythme différent. Donc, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que le travail au plus près, dans la dentelle des territoires, est, à mon avis, la priorité. Il faut le faire en partenariat avec les départements et les communautés de communes et d'agglomération, parce qu'elles ont déjà engagé ce travail de recrutement, d'accueil, etc. Après, on peut avoir des systèmes de bourse, on peut, ça a été évoqué, avoir des systèmes de cabinets médicaux itinérants. Il y a toute une série de solutions concrètes, mais encore une fois, il faut le faire avec les territoires. Deuxième sujet, l'attractivité. Oui, c'est clair que, mais c'est vrai pour plein de professions. Et cette région, elle n'est pas assez identifiée, elle ne communique pas assez sur sa qualité de vie, alors que nous avons un potentiel formidable. Et je pense que le travail de communication et d'attractivité n'a pas été fait ces dernières années. C'est aussi ça un élément de l'échec que je dénonce, et il faut reprendre les choses en main. Comment rendre la région plus attractive? Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos idées? Oui, parce que pour moi, la problématique de l'attractivité n'est pas l'attractivité d'une région par rapport à une autre. Le temps de la compétition entre les territoires est, de mon point de vue, résolu. Par contre, à l'intérieur même de notre région, s'il y a des déserts médicaux, c'est qu'il y a aussi des territoires qui sont devenus des déserts économiques, qui sont devenus des déserts culturels. Et tout le travail que nous devons faire, c'est changer la donne dans ces territoires pour donner aussi envie de s'installer dans ces territoires. Puis le deuxième élément majeur... ans que vous auriez dû le faire à ce moment-là. Mais pas seul, c'est pas la seule responsabilité de la région, c'est un modèle économique dont vous êtes une des parties prenantes. Le sujet aussi, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les réponses, elles seront collectives. Je crois qu'il faut pousser à des coopérations. C'est ce que proposent les maisons pluridisciplinaires de santé. C'est pas simplement des patients que reçoivent les médecins, ils travaillent aussi sur des objectifs de santé dans le territoire. Et ça, c'est aussi le moyen de faire de la prévention, d'éviter finalement que les gens tombent malades. Il y a aussi, dans ces solutions coopératives, des réponses pour l'avenir. Marc Fesneau, quelles seraient vos propositions pour attirer des médecins dans la région? On a évoqué un certain nombre de solutions complémentaires. Je crois que c'est un arsenal de mesures qu'il faut développer. On a été plusieurs à l'indiquer. La deuxième chose, c'est je pense que l'attractivité, c'est... D'abord, on a des jeunes qui se forment dans la région Centre-Val de Loire pour être médecins et qui se forment à Tours. Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour les suivre, pour les encourager, pour leur donner envie de s'installer dans les territoires? Et deuxième élément, il faut qu'on laisse faire un peu les territoires et faire à la carte. J'étais l'autre jour dans le Cher, on m'expliquait que c'était compliqué de faire médecin salarié et médecin libéral dans la même maison. On ne voulait pas financer. Chez moi, les médecins qui se sont réinstallés, ces deux jeunes femmes, avec les évolutions de la société, elles se sont réinstallées parce que les deux médecins qui étaient là
avant, elles les ont prises en stage. Personne ne nous a accompagnés, personne ne nous a aidés. Peut-être que ça, c'est des voies qui pourraient être explorées, en plus de toute la panoplie des dispositifs qu'on a évoqués. Une autre question importante dans ce débat, je vais l'adresser à François Bonneau, ensuite à Alexander Nikolic. Que pensez-vous, messieurs, du recours que l'on peut avoir aux médecins étrangers, souvent des pays de l'Est, qui acceptent de venir s'installer en France, et notamment dans les zones rurales ? Je veux redire à quel point ce sujet doit être traité avec sérieux, redire la nécessité d'une complémentarité entre les maisons de santé pluridisciplinaires qui ne sont pas des coquilles vides. Il y a 300... C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le médecin. Il y a 320, je le précise, qui ne sont pas des coquilles vides. Il y a 320 médecins qui sont venus sur ces maisons de santé. Et il nous faut absolument poursuivre. Le deuxième élément, c'est que complémentarité entre l'exercice libéral et l'exercice salarié, c'est indispensable. Répondez à cette question, c'est indispensable. François Bonneau, le recours aux médecins étrangers. Et j'en appelle à la responsabilité du gouvernement sur deux choses. D'une part, on ne peut pas laisser filer comme il a été fait depuis des dizaines d'années. Il faut véritablement que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'on ne laisse pas s'installer dans des zones qui sont déjà largement dotées quand d'autres ne sont pas dotées. Nous avons des concitoyens qui n'ont pas accès aux spécialistes aujourd'hui. S'agissant des médecins étrangers, j'ai engagé le recrutement, vous l'avez dit, de 300 médecins qui seront des médecins salariés complémentaires aux médecins libéraux. Alors, et là-dessus, nous centrons nos efforts en termes de recrutement par une convention avec les internes de Tours et nous recherchons d'abord sur l'Hexagone, les compétences qui existent. Avant de passer au prochain thème. Je vais juste répondre, évidemment sur les médecins étrangers, mais je vais répondre sur les maisons pluridisciplinaires et sur le côté vide. Ma tête de liste en Indre-et-Loire est médecin, chef de file, donc je vous le disais, ancien maire adjoint de Tours jusqu'en 2020. Et il me disait que ça fait 4 ans qu'il essaie de trouver un remplaçant, comme beaucoup de médecins qui n'arrivent pas à trouver de remplaçant, parce qu'aujourd'hui, même s'ils essaient parfois d'avoir des contacts avec des jeunes médecins, au final, ils préfèrent mais il n'y a pas de MSP à Tours, il n'y en a aucune. Non, mais je parle globalement, mais même lui, dans un cabinet bien fréquenté, n'arrive pas à trouver. Alors vous imaginez bien dans des maisons rurales pluridisciplinaires qu'on a du mal à trouver de médecins. Sur les médecins, sur les médecins étrangers, pourquoi il y avait ce numerus clausus ? Parce on avait une vision élitiste, avec une formation très complexe pour avoir un nombre réduit de médecins. Ce n'était pas évidemment pour recruter des médecins qui ont un autre type de formation et sur lequel on n'a aucune visibilité. Donc évidemment, ça va mettre du temps après la suppression du numerus clausus, mais il faut donner la priorité évidemment aux médecins français et avoir d'autres moyens. Je vous l'ai dit, je crois qu'il y a des moyens sur notre territoire pour faire face à ces déserts médicaux. Et c'est souvent pas une solution parce qu'on le sait, il peut y avoir parfois des problèmes des formations différentes, de la barrière de la langue qui limite aussi on a compris la qualité votre position. Rebecca. On va retourner à Saint-Doulchard, retrouver Olivier Ferrand, médecin généraliste, représentant de la Fédération des médecins généralistes du Cher. Êtes-vous satisfait des réponses apportées sur ce plateau ? Non, je ne suis pas satisfait de ces réponses qui sont des réponses qu'on entend déjà depuis 15 ans, 20 ans. Effectivement, je pense que le problème est très complexe, mais l'itinérance, la médecine, c'est quand même quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux que d'être le boulanger qui va d'un village à un autre. Les bourses, malheureusement, c'était peut-être une bonne idée, mais ça n'a pas été particulièrement, à mon avis et sur mon sentiment, très efficace. Les médecins étrangers, effectivement, il y a un problème de culture, on le voit, ils n'utilisent pas du tout les mêmes formulaires que nous, tout simplement. Il y a le problème de la langue. On laisse des gens qui arrivent dans la région, qui s'installent tout seuls. Et puis, c'est pour eux une vraie difficulté de s'intégrer, de comprendre la culture française qui est différente de tous les pays, en dehors d'autres choses. Donc après, non, je ne suis pas voilà, on tourne en rond. Le problème, c'est ces difficultés d'installation, inciter les jeunes médecins à s'installer. Effectivement, moi je suis maître de stage universitaire. J'ai eu une interne qui terminait son cursus, qui est partie de la région parce que son mari n'a pas trouvé de travail dans la région et dans le département en particulier. Mais c'est vrai, c'est compliqué, ça c'est clair. Je pense qu'il faut une synthèse régionale et une synthèse départementale pour améliorer tout ça. Ça serait bien, merci. Mais nous vous remercions en tout cas ici à l'hôtel de région à Orléans. Je le disais, on doit passer à notre prochain thème qui s'est imposé comme très important pour les électeurs dans cette campagne des régionales. Il s'agit de la délinquance. On va revoir d'ailleurs ces chiffres
En images, il s'agit de notre sondage France 3, France Bleu, Ipsos, Soprasteria. Et on le voit très bien, la délinquance est la deuxième préoccupation des habitants du centre Val-de-Loire, juste derrière le système de santé. Alors je me tourne d'abord vers vous, François Bonneau, parce que vous êtes le président sortant. On le sait, la sécurité ne fait pas partie des prérogatives de la région, ni comme d'ailleurs la santé. Ce sondage vous fait-il cogiter sur ce que vous auriez pu faire, sur ce que vous pourriez mettre en œuvre si vous êtes réélu? Dire, c'est très important, qu'il s'agit là d'une compétence régalienne, c'est-à-dire une compétence de l'État. Il faut appuyer sur cela et demander à l'État de prendre en la matière toutes les dispositions nécessaires pour que la sécurité soit assurée dans les villes comme dans l'espace rural. Le deuxième élément, la région prend ses responsabilités. Je veux l'illustrer par deux domaines, dans les champs de responsabilité qui sont ceux de la région. Celui des transports ferroviaires notamment. Il y a aujourd'hui, et parce que la région la finance, un service de sécurité ferroviaire dans les transports. Il y a un service de sécurité ferroviaire qui est habilité en matière de police, qui intervient aussi bien dans les gares que dans les trains, et c'est très important que nous continuions à développer cela. Le deuxième élément s'agissant des gares, c'est que nous refusons la fermeture des gares, parce qu'à chaque fois qu'il y a une gare qui est ouverte, nous exigeons qu'il y ait un personnel SNCF dedans. Ça ne se fait pas partout, j'y tiens beaucoup. Le deuxième domaine sur lequel nous sommes en responsabilité, c'est celui des lycées. Eh bien, sur les lycées, vous donnez juste ce chiffre, plus de 11 millions ont été investis au cours de ce mandat pour la sécurité dans nos lycées. C'est à la fois des sujets de clôture, c'est à la fois des sujets de surveillance sur les accès, mais la plus grande mesure, ça a été la création de 170 postes qui sont des postes d'agents de la région qui assurent une présence à l'accueil, une présence aux arrivées, une présence dans les couloirs. Et je veux ajouter quelque chose, parce qu'on n'en parle jamais, si ce n'est rapidement de temps en temps dans un bulletin d'information. Ce qui me préoccupe tout autant, c'est la violence qui est faite aujourd'hui aux enfants et aux femmes. Je veux aussi redire que la région est très impliquée auprès des associations et nous continuerons à le faire. C'est absolument déterminant. Alors, si on élargit un petit peu le spectre sur cette thématique de la sécurité qui préoccupe les habitants de Centre-Val de Loire, il y a, vous le reconnaîtrez, une extrême politisation de la campagne, même des régionales, sur ce thème de la sécurité et de la délinquance. J'aimerais savoir, Marc Fesneau par exemple, est-ce que finalement le Rassemblement national n'a pas réussi à vous faire coller à son tempo ? Non, mais les questions de sécurité existent et la préoccupation existe, François Bonneau vient de le dire. Et tout le monde fait en ce moment campagne sur cette thématique. Écoutez, on va évoquer 5 thèmes, j'ai l'impression que ça ne sera pas le seul et pour un certain nombre d'entre nous, nous faisons campagne sur beaucoup de thèmes et beaucoup d'autres thèmes. Donc ne nous caricaturons pas sur ce sujet-là. Moi, je partage pour le coup ce qu'a dit François Bonneau. C'est une compétence de l'État qui s'était beaucoup désengagé, c'est pareil pour la santé d'ailleurs, depuis des années. Ne serait-ce que pour l'année 2021, c'est 150 de police et de gendarmerie dans la région Centre-Val. Attendez, parce qu'il faut essayer de répondre aux questions, parce qu'il y a des questions effectivement régaliennes. C'est 15 000 places de prison dans la durée du mandat qui seront faites ou engagées, avec les moyens budgétaires, ce qui n'avait pas été le cas, y compris dans le quinquennat du président Hollande que soutenait M. Bonneau. Donc les choses, mais c'est vrai que c'est une compétence d'abord de l'État. Où est-ce que peut intervenir la région ? D'abord dans les services ou les lieux ou à la compétence. Le lycée, les gares, les transports, et je pense qu'on peut encore amplifier les choses. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on peut faire en termes de visio-surveillance. 2, il faut quand même se préoccuper, c'est pas parce qu'on est compétent dans les lycées qu'on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe aux abords des lycées. Dans les quartiers notamment. Non, mais aux abords d'abord des lycées, parce que je pense que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça n'est pas une compétence centrale de la région, mais ça doit concerner la région, ce qu'on appelle la continuité, le continuum de sécurité. C'est une affaire d'abord de l'État, c'est une affaire des communes et des intercommunalités, c'est une affaire de la région, et donc il faut qu'on se parle. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des instances où la région, dans son champ, puisse le faire. Et puis troisième point, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup, on est dans une société qui est hyper violente, il y a beaucoup de violences qui existent dans les lycées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut qu'on ait des dispositifs plus lourds de prévention, d'accompagnement, de détection des violences qui sont faites à l'intérieur de ces établissements, parce que c'est le lieu où on peut essayer de régler les choses. Donc, action de l'État principale, et nous sommes à l'œuvre de ce point de vue-là, et par ailleurs, la région dans le champ de ses compétences, mais peut-être en s'inscrivant plus dans une forme de continuité de l'action, et pas chacun en silo. On a besoin de se parler, les préfets, les présidents de région,
les maires et présidents d'intercommunalité pour traiter de ces questions et les présidents Charles de Fournier, département est-ce que aussi. vous pensez que dans cette région, il y a un problème de sécurité ou pas du tout? Alors moi je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est véritable et on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est exprimé par nos concitoyens. Maintenant, ça recouvre plein de peurs diffuses. Ça peut recouvrir une inquiétude vis-à-vis des violences qui montent, ça peut recouvrir une inquiétude vis-à-vis de la disparition des services publics, des déséquilibres entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Bref, cet sentiment d'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'avenir. Et donc évidemment que la région, sur ce terrain-là, peut agir. Je vous parle de délinquance également. Bien sûr, mais le thème, c'est la sécurité. Oui. Et moi, je pense important de redire les choses. La sécurité, là aussi, des années de désengagement de l'État sur les moyens de la police, de la justice, mais aussi sur la prévention. Là encore, nous aurions pu agir pour éviter une part des situations que nous connaissons aujourd'hui. Et comme ça a été dit, ce qui augmente dans notre région, c'est les violences faites aux femmes et faites aux enfants. Les autres violences sont plutôt en diminution. Les cambriolages diminuent. Donc il faut aussi ne pas jouer sur les peurs. Il ne faut pas non plus instrumentaliser ces sujets. La région peut agir, par contre, pour que chacun se sente en sécurité alimentaire, se sente en sécurité quant aux questions écologiques, se sente en sécurité dans les transports, dans les lycées. Ça, c'est nos responsabilités. Et ça a été rappelé, nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre de réponses de ce point de vue. Évidemment, je comprends que mettre ce sujet au cœur de la campagne, c'est important, au moins pour le Rassemblement national. Et peut-être pour Nicolas Forissier qui envisage un vice-président en charge de ces questions. Je crois qu'il faut être un peu sérieux. Notre responsabilité n'est pas de nous substituer à d'autres sur ces questions, mais d'agir là où nous avons des responsabilités. Votre réponse, Alexander Nikolic? On ne joue pas, Monsieur Fournier. Non. Je pense que beaucoup de gens ont peur et oui. Moi le premier, j'ai peur de savoir dans quelle région et dans quel pays mon fils qui a 3 ans va grandir, ma fille qui va bientôt naître. J'en ai très peur, oui. J'ai peur parce que quand je vois à Châteauroux des tirs de Kalachnikov, par exemple, avec des gens armés aujourd'hui dans certains quartiers avec des Kalachnikov, quand je vois les émeutes qu'il peut y avoir et l'impossibilité de calmer ça rapidement, quand je vois des quartiers entiers qui sont sous la domination et le droit de dealers et de délinquants, quand je vois que dans les zones rurales également, les violences volontaires ont progressé de près de 10% dans notre région en 2020, malgré 2 confinements. Oui, je suis très inquiet, monsieur Fournier. Et je pense qu'on devrait tous être inquiets. Et d'où est-ce que vous sortez ces chiffres, Alexander Nikolic? C'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, vous pouvez les reprendre, bien sûr. Juste, puisqu'on est sur les chiffres, est-ce que vous savez que sur cet aspect de la sécurité, notre région, quand on classe les régions en termes de sentiment d'insécurité, se trouve la deuxième, la moins touchée par le sentiment d'insécurité? Ce sont des études très sérieuses qui le disent. Est-ce que ça me satisfait? Non, parce que je pense qu'il faut continuer à travailler, mais en effet, il ne faut pas avoir la politique de la peur, Monsieur Nikolic. Mais honnêtement, il faut régler les problèmes. Il faut régler les problèmes. Est-ce que le jeune qui s'est fait tuer à Montargis a eu un sentiment d'insécurité? Est-ce que les 2 jeunes qui sont morts à Chartres dans des règlements de compte ont eu un sentiment d'insécurité? C'est ce que vous faites. Non, je suis très sérieux. Non, mais vous pouvez minimiser ces faits, vous pouvez faire des dénis de réalité. La chronique des faits importants, vous pouvez nier les faits et la réalité. Sauf à vouloir le faire, ça ne crée pas. Vous voyez, on comprend pourquoi il y a un tel laxisme judiciaire. Et comme vous le dites, ce sont des missions régaliennes de l'État à la base. Qu'est-ce que c'est que le laxisme judiciaire? Vous tiendriez ce propos devant des juges? Oui, bien sûr, oui. Ça n'est pas sérieux. Non, c'est très sérieux. Quand vous avez, et tous les téléspectateurs le savent, quand vous avez des gens qui continuent de commettre des délits graves et des crimes parfois, après avoir été condamnés 15, 20 fois, sans avoir été mis derrière les barreaux pendant des années, eh bien oui, je pense que les gens savent qu'il y a un problème judiciaire et aujourd'hui que les peines ne sont pas appliquées, les peines prévues par le code pénal ne sont pas appliquées, mais là on rejoint un débat national, je pense que Nicolas Forissier est en retard sur votre temps de parole, s'il vous plaît. Et après, on passe au prochain thème, car le temps nous manque. Nicolas Forissier. Merci, donc j'espère que je vais pouvoir apaiser. Vous venez de le faire. Ce qui est important, c'est de faire le maximum de ce qu'on peut faire dans le cadre de nos compétences. Et quand je vois que le sentiment d'insécurité, la question de la sécurité, des protections, de la prévention est dans les premières préoccupations de nos concitoyens, y compris dans notre région, François Bonneau. Toutes les études d'opinion le montrent, et le sondage ce soir le redit aussi. Eh bien, je dis que la région, et ce sera le cas avec moi, doit faire 100% de ce qu'elle peut faire. Effectivement, je nommerai un vice-président chargé de la sécurité. Effectivement, ce sera d'ailleurs, je peux vous donner son nom, le général Lizuret, qui a été le patron de la gendarmerie il y a encore 3 ans, et qui est adjoint au maire de Chartres, et qui est sur nos listes. Donc vous faites les mêmes propositions que le Rassemblement national. Vous voulez nommer un vice-président à la sécurité. Parce que c'est un grand expert. Ça fait des mois que je travaille là-dessus.
quand je vois le sentiment, l'attente de nos concitoyens, je dis que le président de la région et son équipe doivent répondre à cette attente. Et ça veut dire des choses très concrètes. Moi, je ne suis pas dans le slogan, je ne suis pas dans le débat qui devient politicien. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire. Peut-être qu'il y a eu des choses faites. Bien sûr. Il faut les continuer. Bien sûr. Je ne suis pas sûr que le chiffre de 10 millions soit tout à fait exact, parce que je pense que vous mettez la sécurité incendie dans ce chiffre. Mais peu importe. Il faut que dans nos compétences, les transports, les lycées, tous les sites qui sont du ressort de la région, nous fassions 100% de ce qui est possible. Il faut aussi élargir les bases de subventions et de partenariats avec les communes, les communautés de communes et d'agglomération pour cofinancer des systèmes de vidéoprotection, mais aussi leur gestion, pour faire en sorte que dans les aides aux entreprises, par exemple, on puisse aussi aider les entreprises à sécuriser leurs chantiers, à sécuriser les exploitations agricoles. Moi, j'en ai marre de voir des agriculteurs qui m'expliquent qu'ils se font piquer, quand c'est pas du fioul, le GPS sur le tracteur. Quand c'est pas le tracteur, j'ai eu ce cas. Donc, il faut qu'on fasse 100% de ce que l'on peut faire Nicolas dans ce domaine. Et je voudrais rajouter une chose. Je voudrais rajouter très rapidement, deux choses. puisque nous sommes en retard, oui, mais s'il vous plaît. écoutez, moi j'ai écouté tout le monde, j'essaye d'être concret et j'essaye d'avancer dans un esprit de gestion dynamique et mobilisé sur cette question. Nous avons bien Donc compris. la cybersécurité, c'est un sujet majeur pour nos institutions, pour nos entreprises, pour nos concitoyens. Donc moi je veux que cette région elle soit pilote en matière de formation de la cybersécurité. Et deuxièmement, je crois qu'il est aussi très important, ça a été dit avant, de travailler vraiment en partenariat avec les enseignants en particulier sur les questions de harcèlement, notamment au travers des réseaux sociaux, sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales, sur les questions de trafic de drogue en accord, là aussi avec les enseignants, mais aussi avec les forces de sécurité. On doit aussi agir pour soutenir la construction de gendarmerie, parce qu'on a un problème de recrutement dans nos territoires ruraux. Alexandre Nikolic, très concrètes rapidement, qu'il faut et on mettre en œuvre. passe au troisième thème. Oui, non, je voulais juste répéter qu'évidemment, on a aussi des leviers régionaux, notamment effectivement dans les transports. C'est pour ça qu'on compte avoir une cellule centralisée qui accueillera des appels et un numéro vert contre le harcèlement et les agressions, qui permettra également de mieux organiser ensuite le fait de mettre des forces de l'ordre dans les transports, que ce soit la police ferroviaire et des gendarmes réservistes qu'on souhaite prendre en plus via des partenariats, et évidemment également des unités d'intervention pour les lycées. Oui. Justement, avant que l'on passe effectivement, Rebecca, à la prochaine thématique, sur cette question de sécurité, je vous propose qu'on écoute Farida Megdoud, qui est la candidate de Lutte ouvrière, qui, vous allez l'entendre, a une toute autre vision des choses. Selon elle, eh bien, c'est la précarisation des classes les plus populaires qui engendre la délinquance. On l'écoute. La priorité, c'est l'emploi, l'insécurité sociale des travailleurs. Le dernier sondage, c'est ça. Et puis je tiens à dénoncer tous les politiciens, tous ces messieurs les politiciens qui sont sur votre plateau, qui cultivent la peur et les sentiments d'insécurité pour se faire élire et pour se dédouaner de leurs responsabilités. Parce que ce sont bien eux qui sont responsables, qui ont laissé les mains libres au patronat, parce qu'ils se moquent complètement de la vie des quartiers populaires qui est pourrie par les incivilités et la délinquance. Qui est responsable de ça? Qui a fermé les bureaux de poste? Qui a fermé les services publics? Qui a laissé les mains libres au patron? Aujourd'hui, la peur qui tenaille la plupart des travailleurs des classes populaires, c'est celle de perdre son emploi, c'est celle de ne pas remplir son frigo, c'est celle de ne pas pouvoir payer ses factures, c'est celle de se retrouver endetté, d'être condamné à faire la queue au restaurant du cœur. Et bien ça, c'est scandaleux au moment même où les grands groupes capitalistes, les actionnaires sont riches à milliards et qu'on leur verse des dividendes toujours plus gros. Le club des milliardaires s'est élargi. Et en plus, la région, l'État, les arrose de cadeaux. Voilà pour le propos de Farida Megdoud. C'était aussi important de l'entendre parce qu'elle est candidate à cette élection régionale pour Lutte ouvrière. On va clore ce chapitre sur la sécurité. On arrive sur notre troisième partie. On parle à présent développement économique. Comme ailleurs en France, l'économie régionale souffre beaucoup à cause de la crise sanitaire. Le chômage et le pouvoir d'achat sont des craintes importantes pour les habitants. Première question pour vous, Marc Fesneau, puisque vous êtes aussi membre du gouvernement. Avec la fin prochaine des aides de l'État, du fameux quoi qu'il en coûte voulu par Emmanuel Macron, faut-il redouter une vague de faillite cet été en Centre-Val de Loire? Non, mais puisque vous m'interrogez sur le sujet national, il n'est pas question de cesser immédiatement et brutalement les aides aux entreprises. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui va passer à l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine qui vise à assurer la sortie des dispositifs, puisqu'au fur et à mesure, l'économie reprend. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont touchés, soit parce qu'ils ont subi des fermetures longues, je pense aux hôteliers restaurateurs, aux opérateurs touristiques, un certain nombre
d'opérateurs culturels, patrimoniaux. Et cela, il faut qu'ils puissent retrouver un équilibre économique et il faut qu'on les accompagne un par un. Je suis très inquiet, je vois beaucoup de restaurateurs qui disent quoi au fond ? Un, qu'ils espèrent retrouver la clientèle et parfois l'équilibre économique était compliqué. Et puis deux, qu'ils ont des sujets pour trouver des salariés. Et donc il faut qu'on les accompagne aussi. On va avoir le risque, c'est pas forcément que l'équilibre économique se trouve pas, c'est qu'il y ait du découragement et qu'il n'y ait pas assez d'accompagnement et qu'il n'y ait pas assez de salariés. Comment la région peut-elle accompagner ? Au travers de dispositifs de formation. Puis par ailleurs, je pense qu'on a besoin d'avoir un accompagnement, on l'évoquait tout à l'heure sur un autre sujet, au cas par cas, un accompagnement de proximité. Il ne faut pas que ça se gère depuis Orléans, il faut que territoire par territoire, on identifie les commerces de cette nature qui vont avoir des difficultés. Puis on a des activités qui sont durablement impactées par la crise liée à la crise Covid. Je pense à l'aéronautique. Nous sommes une région qui est je pense à l'automobile, même si on avait d'autres transitions qui étaient à l'œuvre. Il faut qu'on travaille avec ces entreprises pour se transformer, pour innover, pour aborder les transitions, et en particulier les transitions énergétiques pour ces deux secteurs. Il ne faut pas qu'on abandonne l'aéronautique. Je le dis à M. Fournier, je pense qu'on a besoin... Non, mais ce n'était pas... C'est pas ce que je propose. Non, mais j'y répondrai. Il ne faut pas qu'on fasse la chasse à l'aéronautique. Nous sommes une région qui est très performante en termes de sous-traitance aéronautique, qui est très dépendante en termes d'emploi aéronautique, y compris en termes automobiles aussi. Et donc, il faut qu'on accompagne ces transformations-là. C'est comme ça qu'on s'en tirera. Et puis 3, on propose de mettre en place un fonds souverain qui permettra région, BPI et au fond les citoyens de la région centre qui auront envie, dans une démarche de participation et de responsabilité citoyenne, d'investir dans les entreprises qui peuvent être des entreprises d'avenir sur l'énergie, sur le numérique, par exemple, ou sur l'habitat. De façon très ouverte. L'argent des aides, notamment, est-il bien fléché ? Je veux bien répondre. D'abord, peut-être dire que la crise économique dans laquelle nous sommes et les difficultés, le plan social industriel auquel nous assistons ne tient pas qu'à la crise Covid. Il a été enclenché pour partie avant. Un certain nombre de nos activités, l'aéronautique, l'automobile, si elles ne sont pas réorientées, auront du mal dans le temps à tenir. On parle d'innovation, moi je veux bien, mais l'avion vert... On nous l'annonce en 2035 et encore sur des vols de petite distance et pas pour remplacer toute la flotte. Donc de toutes les manières, nous avons un problème entre les trajectoires qui s'imposent par la COP 21, qui s'imposent par la loi française et le risque de croissance des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il y a dans ces entreprises des savoir-faire, des salariés, des chefs d'entreprise qui pourraient réorienter une part de leur activité vers le ferroviaire, vers l'énergie, dans l'agriculture. Il y a des salariés à Toulouse. Vers l'agriculture, ça va être compliqué. Mais bien sûr que si. Regardez les travaux du collectif ICAR. Faudra vous m'expliquer comment je vous explique. Le collectif des salariés ICAR à Toulouse, qui a travaillé sur toutes les compétences qui pouvaient être déployées dans d'autres domaines. Regardez des salariés dans une raffinerie de pétrole qui sont en train de réfléchir à que pourrait devenir leur activité, parce qu'eux ont compris que leur activité ne durerait pas. L'avenir de l'économie, c'est l'écologie. Il faut accompagner la conversion de ces filières, il faut travailler avec ces filières pour transformer ces activités. On va parler du chapitre environnement et transition écologique tout à l'heure. Nous entendrons... Bien sûr, c'est transversal. Alors, bien sûr. Nous entendrons Christelle de Crémier dans quelques instants, justement sur de écologie démocratique, toujours sur ce volet. Mais je souhaiterais qu'on écoute, parce que c'est intéressant, une nouvelle fois, une interview de Madame Megdoun de Lutte ouvrière qui s'exprime sur les retombées économiques, sur le social. Pour elle, la situation est claire. On l'écoute. La récession, c'est pour le million de travailleurs qui a perdu son emploi. C'est tous les chômeurs qui, au mois de juillet, vont se retrouver avec une allocation diminuée de 900 à 600 €. C'est pour eux la récession, parce que les actionnaires, eux, ils se sont enrichis. Donc, la première chose pour les travailleurs, pour préserver leur emploi, c'est d'imposer la répartition du travail entre tous. C'est d'exiger des augmentations de salaire, d'allocations, de retraite. Et ça, on va nous dire que c'est pas possible. Et ben, nous, on dit qu'il faut qu'on contrôle ce qui se passe, qu'on ait un droit de regard. Et là, on verrait où va l'argent, à quoi il sert. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs portent tout dans la société. C'est eux qui la font fonctionner, et ben c'est à eux de la diriger. Qu'on commence par l'organiser et la contrôler. Messieurs, plus d'allocations, plus d'aides, plus de social, est-ce que c'est réaliste ? Qui veut répondre ? Non mais, écoutez, il faut revenir Nicolas juste un peu à la réalité. Il
moi je suis d'accord pour faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation sociale de tout le monde, mais ça commence par le développement des entreprises. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et donc je considère que cette région Centre-Val de Loire, elle a pris du retard en termes de mobilisation pour soutenir les entreprises, pour les développer, pour aller en chercher d'autres. Moi je veux que l'économie, le soutien aux entreprises redevienne la priorité absolue. Justement, ce que vous êtes en train de dire est extrêmement intéressant parce qu'on va passer la parole tout de suite à Christelle de Crémier, j'en parlais à l'instant, d'écologie démocratique. Elle reste, elle, très très optimiste sur l'avenir économique de la région. Et on verra si vous partagez cette opinion. On l'écoute. Pour éviter la récession, à un moment ou à un autre, elle sera là, mais ce n'est pas forcément lié à la crise sanitaire, c'est dû au système en lui-même. En revanche, pour ce qui concerne l'été 2021, nous avons très clairement identifié, d'une part, plus de 30% de croissance de création d'entreprises entre 2019 et 2020. D'autre part, une vraie envie de se lancer dans l'artisanat que nous allons susciter, fomenter, accompagner. Notre objectif est d'accueillir, en lien avec la Chambre régionale des métiers, d'accueillir vraiment les premières créations d'entreprises parce que nos concitoyens ont choisi de miser sur l'avenir et c'est vraiment le rôle de la région de les accueillir, de les accompagner dans l'accès à la liquidité, à la formation, à la recherche de personnel, à tout ce qui est faciliter les charges et les charges administratives surtout. Voilà, on a entendu Christelle de Crémier qui est également candidate à ces élections régionales pour la liste démocratie écologique. On reste dans le monde de l'entreprise, on va prendre encore une fois un exemple concret avec notre journaliste Philippe Tanger qui nous attend à l'espace de coworking d'une entreprise spécialisée dans l'innovation en Touraine. Bonsoir Philippe, vous êtes en compagnie du chef de cette entreprise. Oui, bonsoir Rebecca, nous sommes en compagnie de Julien Darguès, pionnier dans l'innovation numérique ici en Touraine. Il faut savoir que la transition numérique est incontournable. Aujourd'hui, 80% des Français sont connectés à Internet, 78% le sont tous les jours. Le digital bouleverse donc les modèles économiques actuels et tous les secteurs traditionnels sont concernés. L'artisanat, l'industrie, l'agriculture ou encore l'environnement. Autre élément à prendre en compte, le rôle d'accélérateur du Covid dans le e-commerce ou dans les services aux usagers par exemple. Notre quotidien a donc changé. Alors Julien Darguès, vous êtes président de French Tech Loire-Vallée. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'une French Tech ? Eh bien, la French Tech Loire-Vallée, c'est la communauté des entreprises innovantes dans le numérique en région Centre. On est un peu plus de 200 entreprises sur le territoire. Qu'est-ce que vous attendez de la future politique régionale en matière d'économie numérique ? Bien, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les politiques soutiennent la filière du numérique. Déjà, est-ce que c'est une volonté de leur part de soutenir cette filière ? Qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place pour attirer des champions du numérique sur notre territoire et aider nos entrepreneurs locaux à développer des entreprises innovantes. Et il y a un deuxième aspect qui vous intéresse aussi, c'est la formation. Oui, bien sûr, parce que nos entreprises elles ont besoin de talents. C'est essentiellement une industrie qui est liée à la matière grise. Et donc, aujourd'hui, il y a un besoin exponentiel de talents. Et donc, est-ce qu'il y a des projets de monter des formations pour répondre à ce besoin ? Voilà, donc en résumé, quels sont les leviers pour attirer des nouveaux talents et puis quid de la formation ? On peut nous dire combien il reste sur ce volet ? Merci beaucoup. Tiens, j'aimerais vous poser la question, parce que ça vous concerne, vous aimez beaucoup ce domaine, et notamment l'innovation. Vous venez tout à l'heure d'en parler. Charles Fournier, est-ce que vous pouvez apporter des réponses à Julien Darguès en matière d'innovation et de numérique ? Est-ce que ça, c'est l'avenir de la région ? Alors peut-être faut-il dire qu'il y a deux dimensions dans le numérique. Parce que là, il a parlé de l'économie numérique, des entreprises qui font du numérique. Mais il y a la digitalisation de toutes les entreprises. Ouais. Et ça, évidemment qu'il faut pouvoir l'accompagner. Il faut pouvoir faire en sorte que dans les entreprises se développent des capacités à utiliser le numérique. Mais il faut aussi mettre le numérique au service des transitions écologiques et il faut aussi se préoccuper de la transition écologique du numérique. 4% des émissions de gaz à effet de serre viennent du déploiement du numérique. Il y a des enjeux là-dessus extrêmement importants. Nous prévoyons de mettre en place un fonds d'expérimentation pour travailler par exemple sur le low-tech, sur demain un certain nombre d'outils
beaucoup moins consommateurs d'énergie. Est-ce que ça peut servir l'économie régionale? Oui, bien sûr, ça peut servir l'économie régionale, mais dans les conditions que je suis en train de poser. Parce que si nous ne prenons pas en considération les limites de notre planète, les enjeux d'énergie, les enjeux de matières premières, les enjeux de flux que nous utilisons pour fabriquer l'ensemble de ces outils numériques, évidemment que cette activité sera limitée. Donc il y a un avenir possible, mais cet avenir doit prendre en considération, comme dans tous les domaines, cette perspective. François Bonneau. Nous sommes sur un sujet qui est au cœur des compétences de la région. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé toutes les forces de la région dans le mandat qui s'achève. Création de l'agence DevUp, unanimement reconnue par tous les chefs d'entreprise, petites et grandes. C'est le développement économique. C'est du développement économique. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous avons, au moment de la crise, multiplié par deux le budget consacré à l'économie et donc consacré aux entreprises et aux salariés pour conserver ces entreprises. Il faut savoir que cette région est une merveilleuse région. C'est une région d'industrie. 21% des emplois sont industriels, c'est 15% en moyenne nationale. Il faut savoir que nous avons baissé le chômage plus qu'au niveau national dans cette région avec un formidable investissement sur l'agroalimentaire, sur le secteur du médicament, sur le secteur de la parfumerie, sur le secteur de la mécanique, de l'aéronautique et de l'automobile. Mais il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, l'objectif numéro 1, c'est la relocalisation des activités industrielles. Je l'ai engagé, je veux aller beaucoup plus loin. Nous pouvons, dans tous les secteurs dont j'ai parlé, faire en sorte que... Vous englobez l'innovation. Justement, faire en sorte que des activités qui sont aujourd'hui en Chine ou en Inde reprennent place ici dans notre région. Ça passe par quoi, la compétitivité? Ça passe par la digitalisation des activités, ça passe par l'innovation, ça passe par la compétence. Nous sommes engagés là-dedans. Il y a un formidable mouvement entre les responsables d'entreprise, les salariés, les chercheurs dans cette région. Nous sommes actuellement, je crois, en Centre-Val de Loire, dans une des régions qui, en effet, est une des régions les plus axées sur le développement économique. Vous parlez de digitalisation. On a entendu ce que disait Julien Dargues tout à l'heure. Pour attirer les entreprises du numérique dans la région, il faudrait aussi que tous les coins de la région disposent d'une bonne connexion Internet. On sait que le télétravail va se développer. On nous parle de la fibre, on nous parle de la 5G. Qu'est-ce que la région peut faire concrètement pour accélérer les choses? Qui veut répondre rapidement? Juste par rapport à ça, la région a mis 170 millions d'euros pour aider tous les territoires ruraux et tous les départements dont c'est la responsabilité. La région est venue en soutien. Pourquoi? Parce que je veux que tous les territoires soient connectés au même moment, au plus tard 2023, 2025. Tous les territoires. Connexion du très haut débit. Et c'est vrai dans le territoire. C'est vrai dans le territoire que connaît bien M. Forissier, puisque j'ai apporté au territoire de l'Inde et au territoire du Cher. Mais pas du tout. Vous preniez l'engagement de le faire. Monsieur Forissier, vous l'avez fait. Vous en bénéficiez. Vous en bénéficiez. Vous le savez. Il a fallu se battre pendant toute la session de l'automne dernier pour que vous engagiez la région au-delà de la consommation des fonds européens, afin qu'on ait les 32 millions qui permettaient de boucler le programme de très haut débit dans les territoires du Berry. Cela étant, moi je soutiens et j'ai voté, donc il n'y a pas de problème. Et je vous trouve quand même très optimiste sur l'autre aspect des choses, c'est-à-dire nous avons tout fait. Vous avez toujours tout bien fait. Moi je n'entends que des chefs d'entreprise qui me disent « la région vient jamais nous voir ». J'ai vu l'autre jour un chef d'entreprise en Eure-et-Loire qui me dit « j'ai un projet, 3000 mètres carrés, il faut que j'investisse 3 millions dans le bâtiment et avec le bâtiment. J'ai demandé à la région Centre-Val de Loire, j'ai pas de nouvelles. J'ai été voir sur mon autre site en Occitanie. Au bout de 3 semaines, j'avais une réponse et on prend en charge l'ensemble de l'accompagnement sur le dossier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Je dis pas que rien n'a été fait, mais je pense que c'est faiblard. C'est faiblard. Laissez-moi finir. On a créé une SEM, on a travaillé chez vous à la charte. Quand vous me parlez des filières industrielles, je pense que vous êtes très en retard, par exemple, pour structurer la filière agroalimentaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels. Quand vous êtes sur Pôle Pharma, eh ben, la région est en retard. C'est la région Normandie qui prend les dossiers. Donc nous avons des retards, une faiblesse. Je veux simplement dire que je veux, on va entendre les autres candidats. Une mobilisation générale. Monsieur Nikolic et ensuite Monsieur Fesneau. Je pense évidemment aussi aux commerçants, aux artisans. Je rappelle qu'il y a 56 000 entreprises artisanales sur notre territoire qui ont beaucoup souffert dernièrement. Donc je pense beaucoup à eux par rapport aux filières courtes notamment et les favoriser. Mais je vais revenir sur
l'ambition qu'on peut avoir pour notre région. Parce que j'entends beaucoup d'idées aujourd'hui à la petite semaine ou des poncifs qui sont répétés. Oui, sur la 5G, vous l'avez évoqué, ça fait partie... Ça fait un vœu pour un moratoire. Ça fait partie... C'est la mairie de Tours qui est dirigée par les Verts. Non, mais je vous le dis, c'est la mairie de Tours qui est dirigée par les Verts. Voté. Comme beaucoup de mairies des Verts, comme beaucoup de mairies des Verts qui s'opposent à la 5G, ça comptera beaucoup dans l'avenir pour évidemment le télétravail et réindustrialiser notre territoire. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas développés. Je pense à la biomasse, je pense aux matériaux composites qui compteront beaucoup dans l'avenir. Oui, nous on croit beaucoup à l'innovation. C'est pour ça qu'on a cette idée de parc Léonard de Vinci qui attirera des touristes. Je rappelle ce que c'est, au nord du Loiret, un parc qui mettra en avant les inventions de Léonard de Vinci, l'art, sa culture de cette période-là, et puis un autre secteur sur l'invention. C'est déjà fait dans la région. Non, sur l'invention, je parle d'un grand parc, sur l'innovation, l'invention qui attireront des entreprises, des touristes également qui découvriront l'habitat de demain, le transport de demain. Je veux que notre région se projette dans l'avenir et mette tous les outils en place pour ça. Surtout si je peux juste me permettre, on a vraiment une carte à jouer parce qu'il y aura des relocalisations du fait de la robotisation notamment. Il y a beaucoup d'industries aujourd'hui qui constatent que la différence entre les coûts de production à l'étranger et ici, si on prend en compte les coûts de déplacement, est bien moindre. Et du coup, il y a des entreprises qui vont revenir et il faut vraiment les accompagner et justement être innovants pour les accueillir. Marc Fesneau. Oui, d'abord, dire au président Bonneau, vous avez un projet, mais vous avez aussi un bilan. Et je l'assume avec fierté. fierté. Non, mais assumez-le dans sa réalité. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs. Est-ce que je vous ai coupé la parole? Je vous en prie. Ne vous énervez pas. Je sais que ça vous embête quand vous parlez du bilan, mais je vais vous le donner quand même, le bilan. Parce que vous avez une propension assez naturelle, quand ça ne va pas, à décharger la responsabilité sur les autres et à enjoliver les réalités qui sont les vôtres. Par exemple, sur la question du haut débit, vous pourriez parler de l'Europe qui finance, vous pourriez parler de l'État qui finance. Ça serait utile, parce que vous dites j'ai, moi, j'ai apporté 170 millions, plus l'argent de l'Europe plus qu'aucune autre région. Moi, je parle des régions. Et l'État et l'Union européenne. Parlez-en, puisque vous êtes ministre, et qu'il a fallu que la région apporte les moyens. Ayez un peu de modestie, Monsieur Bonneau, dans votre bilan. La deuxième chose qu'on a, c'est, pardon, on ne doit pas vivre dans le même monde, mais comme Nicolas Faure ici, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Aucun nous dit que c'est réactif, que c'est pas suradministré et qu'il n'y a pas un vrai problème d'agilité de la région. Vous êtes vraiment devenu parisien, Monsieur Bonneau, je vis dans un village de 700 habitants avec ma femme et mes enfants. Vous ne me ferez pas engager là-dessus. Mes enfants sont à l'école locale. Je vois bien que vous essayez, vous aurez vraiment du mal. Parlez-en aux gens de Marche. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur ce sujet. Rapidement, on passe à la prochaine partie. Donc, attendez, deuxième chose, il faut qu'on travaille donc avec plus d'agilité, plus de réactivité, parce que les chefs d'entreprise, ils ont un sentiment qui est un sentiment d'éloignement. Un sentiment d'éloignement doublé du fait qu'ils ont du mal à voir leurs élus régionaux. Ils ont du mal à savoir qui est responsable en région de tel ou tel secteur. Et donc, il y a besoin de travailler. Troisième point, le numérique, c'est un sujet sur lequel on doit travailler. À la fois l'organisation, sur le modèle de la Cosmétique Vallée, des acteurs du numérique, et puis sur les outils de formation. Ma tête de liste en Eure-et-Loire a créé l'école du numérique à la Loupe, d'ailleurs pas soutenue au début par la région, trop d'inertie, c'était au début pas soutenu par la région. On lui a acheté des formations, M. Fesneau. Venez la voir et parlez-en avec elle. On a acheté des formations, elle fait partie du conseil régional du numérique. Au début par la région. Donc vous avez un vrai problème de réactivité. Et vous pouvez répéter toute la soirée, vous êtes vraiment parisien, vous êtes vraiment déconnecté en tout cas. On a bien compris l'objet du débat. S'il vous plaît, messieurs, je suis désolée, il est 22h14, on doit passer au quatrième volet de ce débat. On est en retard. Nicolas Forissier, vous allez vous exprimer dans un instant, car parmi les grands enjeux du monde de demain, on a parlé du numérique, il y a aussi l'environnement. Que peut faire la région en matière de transition écologique? On fait le point avec Lucie Séconi, on se retrouve juste après avec les candidats. L'environnement n'est pas une compétence de la région en tant que telle, mais cette préoccupation est transversale à de nombreux domaines de compétences. L'énergie, l'économie, les transports ou encore l'alimentation, parfois même simultanément concernés, c'est à en perdre la tête. Alors, regardons attentivement certains d'entre eux. Les transports, par exemple. Le Conseil régional peut financer un plan d'investissement dans les transports en commun bas carbone et les mobilités douces. Il joue un rôle de coordinateur des plateformes territoriales pour l'intermodalité, notamment en matière de maîtrise de l'énergie. L'énergie, justement, parlons-en. La production d'énergie renouvelable est son cheval de bataille. La région accompagne les acteurs du Centre Val-de-Loire pour le développement de ces énergies et soutient la rénovation énergétique des bâtiments et des logements.
Toujours dans le domaine de la transition énergétique, l'alimentation. En plus d'encourager les initiatives de circuits courts, le Conseil régional est chargé de gérer les déchets et de développer l'économie circulaire. Enfin, l'économie, l'argent, le nerf de la guerre. Finalement, s'il est indispensable à la réussite de toutes ces actions en faveur de l'écologie, cela va encore plus loin car la région finance la recherche et l'innovation des filières. Pour l'ensemble de ces investissements au service de la transition écologique, le Conseil régional du Centre-Val de Loire a budgétisé 207 millions d'euros sur son enveloppe 2021. Les candidats auront-ils l'ambition de la faire évoluer ? Et comment ? Nicolas Forissier, est-ce que notre région, Centre-Val de Loire, est une région vertueuse en matière de transition écologique, par exemple ? Qui est suffisamment vertueux en matière de transition écologique aujourd'hui dans le monde ? Tout le monde doit faire un effort. Je pense que la région Centre-Val de Loire a engagé un certain nombre de choses. Le grand problème, le grand drame, et c'est en cela que je suis totalement en opposition, bien souvent dans cet hémicycle, avec Charles Fournier, c'est que c'est une écologie punitive, de la contrainte, du règlement. Moi, je veux une écologie positive, de l'accompagnement qui entraîne. Et donc, c'est une logique différente. Mais on est d'accord, il faut absolument répondre à ces enjeux de transition écologique. Quand je prends l'agriculture, nous sommes... J'ai le droit de continuer ? Je vous en prie. Bon. Nous sommes dans une politique qui privilégie le bio pour l'essentiel. Je continuerai, bien sûr, je continuerai. Mais il faut accompagner tous les agriculteurs, notamment dans leurs investissements, parce que tous les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés pour réaliser cette transition. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels moi je considère, je pense par exemple aux retenues collinaires, je pense au développement de l'hydrogène en matière d'énergie. Les transports également. En matière de transport, il y a beaucoup de propositions qu'on fait. Elles doivent être positives, point. On reprendra après si vous le souhaitez. Je vois Charles Fournier bouillir. Oui, mais non, mais peut-être... Quand on vous parle d'écologie punitive... Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'absence d'écologie qui est une punition. Et elle l'est d'abord souvent pour les plus vulnérables. C'est quand on ne fait pas d'écologie que nous vivons des crises comme celle que nous venons de traverser, qui trouvent ses origines dans le dérèglement de nos écosystèmes, qui trouvent ses origines dans des problématiques écologiques. Et donc il n'y a pas de punition. Si on n'en fait pas que nous serons punis. Alors évidemment, la transition écologique, ce n'est pas un domaine de l'activité. C'est ça que je disais tout à l'heure. La transition écologique, c'est l'ensemble des activités économiques qui doit l'intégrer. Je vais vous donner un exemple en matière de transport. Ce sujet est global. Exemple. Pour être précis sur les propositions qui peuvent amener de l'emploi et de l'activité dans notre région, la rénovation thermique de l'habitat, c'est 30 000 logements qu'il faut rénover par an pour tenir les objectifs de la COP21. Il faut rénover, mais les classes les plus populaires n'ont pas les moyens de rénover. Mais c'est pour ça qu'on a créé une banque. C'est pour ça que nous avons créé une banque régionale, une société d'économie mixte. Pour rénover une passoire thermique, ne dites pas ça, n'utilisez pas la langue de bois comme ça. Mais il n'y a aucune langue de bois. Pour rénover une passoire thermique, même s'il y a des aides, pour un couple, pour un foyer modeste, c'est impossible. Mais moi, je vais vous le dire, il y a des aides de l'État, du côté de l'ANA, pour aider les foyers les plus modestes. Il y a des aides de l'État, ma prime rénov', plus largement. Il y a des aides de la région. Nous avons mobilisé 30 millions d'euros de fonds européens qui vont être redéployés pour accompagner. Et l'accompagnement se fera du diagnostic au montage du projet jusqu'au suivi des consommations 3 ans après les travaux. Ça, c'est essentiel parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et on a un enjeu majeur d'avoir plus d'artisans, plus de personnes qualifiées. C'est exactement comme dans le transport en matière de voitures électriques ou voitures hybrides. Aujourd'hui, notamment Europe Écologie Les Verts, on dit qu'il faut rouler plus propre. Même avec les aides, on ne peut pas accéder quand on est un foyer modeste. Je dis d'abord... Donc on culpabilise les gens. Je dis d'abord roulons moins. Il y a beaucoup de déplacements qui sont contraints. Mais non, il y a des possibilités de réduire un certain nombre de déplacements. Tous ceux qui parient sur l'augmentation du déplacement de la voiture solo, ça me paraît dingue. Ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'il n'y ait pas de médecin à proximité, qu'on soit obligé de se déplacer pour aller chez le médecin. On accepte l'idée qu'il n'y ait pas de boulangerie à proximité pour devoir se déplacer. Il faut donc d'abord réduire. C'est comme en matière d'énergie, il faut moins de déplacements. Mais ensuite, évidemment qu'il y a besoin d'avoir des réponses en matière de mobilité. Et pour ça, il faut un bouquet, de solutions. Il n'y a pas que l'électrique. Marc Fesneau sursaute quand il entend ça. Non, à la fin de la phrase, je suis surtout sauté, moi, pour être très honnête.
Je pense que, d'abord, la question, Nicolas Forissier a eu raison de le dire, on n'en fera jamais assez parce qu'on a beaucoup de retard et que c'est un défi qui est immense que la question de la transition écologique. Oui, il ne faut pas dire qu'on a un mur parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit angoissé les gens sur la situation. Pas, je la dis responsabilité. En matière de sécurité, il faudrait dire... Mais voilà, donc je vous renvoie la réalité. Je vous renvoie l'un et l'autre à vos balles. Mais moi, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Moi, je pense qu'il y a d'abord le sujet énergétique. Monsieur Fournier, vous le savez comme moi, dans un territoire comme le nôtre, le moyen essentiel de locomotion, c'est la voiture. Donc, je partage le sentiment que vous avez, que d'ailleurs, ça sera un excellent élément en termes de pouvoir d'achat, qu'il faut permettre que les services, que les activités soient proches et plus proches des gens, ça économisera. Je suis d'accord avec vous. Mais dans l'intervalle, il faut qu'on assure déjà la transition thermique des véhicules. Il faut qu'on essaie d'explorer les filières nouvelles. Il faut... Pardon de vous le dire, parce que je pense qu'on pourrait être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais quand on dit hydrogène, que vous ne commenciez pas à dire si c'est produit à partir du nucléaire, je n'en veux pas. Il faut qu'on explore l'hydrogène. À chaque fois qu'il y a une innovation technologique, vous commencez à nous montrer tous les désavantages. Non, vous faites heureusement, vous en faites une croyance. Monsieur Fournier, vous en faites une croyance. Pas une croyance. Mais si, bien sûr, le nouvel or vert, le champagne des ENR. Mais non, je ne dis pas ça, je dis qu'on a besoin d'un mix énergétique et on a besoin de pousser loin sur l'hydrogène. Troisième point, pardon, sur la rénovation thermique, il y a effectivement des aides de l'État en particulier. Les fonds européens, ce n'est pas la région, hein, mais ils transitent par la région. Ça serait bien que la région en mette sans doute plus dans ces éléments-là. Il y a une formidable filière qui peut se créer autour de l'habitat. On est le pays des bâtisseurs. Plutôt que de faire un parc d'attractions, Monsieur Nikolic, je trouve qu'on ferait quelque chose de l'ordre qui retrace notre histoire, de l'ordre du patrimoine, de l'architecture, du nouvel habitat, des nouveaux matériaux. On pourrait faire quelque chose, me semble-t-il, de formidable. Et ça, c'est qu'un élément. Puis le deuxième élément, puisque je ne réinterviendrai peut-être pas, disons qu'on a un deuxième sujet devant nous, c'est la question de biodiversité. La perte de biodiversité, c'est un drame absolu, en région comme ailleurs. Et là, il faut, par des mesures de restauration des habitats et d'accompagnement des agriculteurs, je suis le seul à proposer... Supprimer les pesticides, je suis le seul à proposer qu'on double le budget agricole, parce que, comme l'a dit Nicolas Forissier, j'allais dire qu'on pouvait être d'accord, Monsieur Forissier, comme l'a dit Nicolas Forissier, on ne le fera pas sans accompagnement. C'est une chose de dire qu'il faut faire les transitions, mais c'est une chose que d'y mettre les moyens. Et ça, vous ne l'avez pas fait depuis des années. Messieurs, ce que nous allons faire, je vous propose deux choses. On va tout d'abord, sur cette question, je vous propose d'écouter Christelle de Crémier, d'Écologie démocratique, qui croit en la puissance de la région pour réussir, je cite, la transition écologique. Et ensuite, sur la question, nous écouterons Alexandra Nikolic. Allons-y pour Madame de Crémier. On a plus qu'exagéré, on est arrivé au-delà des limites. Et aujourd'hui, peut-être aussi parce que l'État s'est défaussé au fil des dernières années sans vraiment, je pense que ça n'a pas vraiment été voulu. Mais là, effectivement, aujourd'hui, la région a toutes les compétences pour faire la transition écologique, l'économie, l'agriculture, le transport, l'aménagement du territoire. Tout est là pour effectivement sortir d'une économie qui nous dit de produire plus pour consommer plus, vers une économie qui se relocalise, se diversifie et permet de créer du lien social en toute simplicité, mais de manière durable. Alexandra Nikolic, l'écologie est-elle punitive d'après vous ? Oui, en tout cas, c'est ce qui est évoqué par certains. Une écologie qui punit nos agriculteurs, qui punit le pouvoir d'achat des citoyens, qui punit nos entreprises. Évidemment, on est tous pour plus d'écologie. Non, c'est pas vrai. Si, non, mais pas vrai. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vais juste répondre, évidemment, le parc Léonard de Vinci ne sera pas qu'un parc d'attractions, je pense que vous l'avez compris, où il y a un volet culturel et sur l'art également, et au-delà de l'innovation. Mais aujourd'hui, il y a surtout une incohérence de certains. Je rappelle que la politique voulue par l'Europe Écologie Les Verts, elle est appliquée en Allemagne. L'Allemagne pollue 10 fois plus que nous, a une électricité plus chère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le choix des éoliennes, qui aujourd'hui, c'est une énergie qui n'est pas rentable. Et ça entraîne un coût supplémentaire pour les citoyens, pour les entreprises. C'est un des seuls avantages qu'on avait, le coût de l'électricité. Et évidemment, c'est pas logique quand on veut aller vers, par exemple, de l'hydrogène, parce qu'on a besoin d'une énergie de base et on a besoin notamment du nucléaire de 4e génération, par exemple, qui va permettre de recycler les déchets et qui sera beaucoup plus performante. C'est aussi ça le progrès. Parce que vous avez peur du progrès, absolument mais le progrès... Je n'ai pas la même définition du progrès. Si, justement. Non, j'ai pas la même c'est vision. par le progrès qu'on aura des voitures plus propres, c'est par le progrès qu'on polluera moins, c'est par des nouvelles technologies qu'on aura des énergies plus propres. Et moi, je crois à ça, et je crois justement
que tout ce que vous envisagez n'a aucune prise avec le réel. Oui, il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture aujourd'hui pour avoir un travail. Marc Fesneau sur certains de vos propos, il faut évidemment créer de l'emploi à proximité. Créer de l'emploi à proximité. Et quand j'entendais, ça rejoint un autre débat, quand j'entendais parler d'un taux de chômage légèrement inférieur à la moyenne, c'est parce qu'évidemment beaucoup de gens travaillent en région parisienne malheureusement. Donc il faut créer de l'emploi sur le territoire. Et je pense évidemment aux filières courtes, parce que le meilleur moyen de moins polluer, c'est de créer, de produire sur le territoire, de savoir transformer des produits et de pouvoir les réutiliser. Vous êtes en retard sur votre temps de parole. Sur les enjeux de l'écologie, je le redis aux téléspectateurs, c'est un problème majeur. Il faut aller vers la décarbonation. Il faut cesser en urgence cet accroissement de la montée des températures, qui est une vraie menace pour le vivant, pour la vie, pour les territoires, à l'échelle de la planète et donc chez nous. Je suis pour l'écologie des solutions. Je suis pour l'écologie des solutions. C'est quoi l'écologie des solutions? C'est ce que nous avons fait tout au long de ce mandat, quand nous passons, par exemple, 100% de nos lycées à un process d'économie d'énergie, d'économie de production de gaz à effet de serre, 40% d'économie de gaz à effet de serre, c'est important. L'écologie des solutions, demain, c'est quoi? C'est le passage des bus au biogaz, et rapidement. C'est sauver nos petites lignes. Sauver nos petites lignes, elles ont été menacées, on a dû mener combat. Petites lignes ferroviaires. Les petites lignes ferroviaires, c'est les lignes du quotidien. Les lignes du quotidien, il faut sauver les lignes du quotidien, c'est absolument déterminant. 5 devaient être fermées. Il faut le fret ferroviaire, c'est absolument déterminant. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut, oui, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait? 6 lignes, Monsieur Fesneau, 6 lignes et comptez. Vous parlez de Châteauneuf, Monsieur Fesneau, 6 lignes ferroviaires. 6 lignes ferroviaires de fret ferroviaire ont été remises en état par la région. Aucune autre région n'a fait le même choix. Je m'en félicite. Vous le vérifierez. Vous le vérifierez, Monsieur Fesneau. C'est absolument exact. Et puis, sur la biodiversité, je veux y insister parce que c'est capital. Rapidement, François Bonneau. Dans une région comme la nôtre, qui est une région de grande diversité, avec un fleuve merveilleux, avec des rivières, avec des PNR, etc., on ne peut pas rester indifférent à cela. Il faut aider toutes les agricultures à progresser pour la prise en compte des enjeux environnementaux. On l'a fait de manière permanente tout au long avec la Chambre d'agriculture, avec la Chambre régionale d'agriculture. Mais si la vérité vous dérange, le bilan, c'est le bilan. François Bonneau, bien sûr. Charles Fournier, écoutez, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Mon cher Antoine Denecher, qui nous a rejoint sur le plateau. On va voir si la synthèse de ce débat, vous pouvez la faire. Nous allons déjà revenir, si vous le voulez bien, parce que c'est important pour vous ainsi que pour nos téléspectateurs, sur le sondage, les résultats du sondage, avant de passer à la minute pour convaincre que vous piloterez. Je vous rappelle que dans les projections du sondage Ipsos-Steria, Alexandar Nikolic pour le RN arriverait en tête avec 28% des intentions de vote au premier tour. Le socialiste François Bonneau avec 21%. Le MoDem soutenu par La République En Marche, Marc Fesneau avec 19%. Suivent Nicolas Forissier pour les Républicains avec 18%. L'écologiste Charles Fournier avec 9%. Jérémy Clément et Christelle de Crémier, Écologie démocratique avec 3%. Et Farida Megdoud, Lutte ouvrière avec 2%. Voilà Rebecca pour ce rappel. Merci Franck. Antoine Denecher, journaliste, rédacteur en chef à France Bleu Orléans, est donc de retour parmi nous. Vous qui n'avez rien raté de ces débats en coulisses, quelle synthèse peut-on en faire ce soir? Bon, allez, je propose une synthèse en 5 points. D'abord, le premier qui a attaqué... Extrêmement rapide, vous avez compris que nous sommes en retard. J'ai compris. Le premier qui a attaqué, c'est Alexandar Nikolic, le candidat du Rassemblement national, sur la parole politique tenue ou non tenue. Il espère que M. Forissier, le candidat LR-UDI, ne fusionnera pas avec M. Fesneau, le candidat MoDem-UDI, puisque M. Forissier avait dit qu'il n'était pas dans une logique de fusion. Et finalement, M. Nikolic, candidat RN, n'a pas été beaucoup attaqué, un peu comme si tout le monde ici savait que c'est lui qui serait en tête au soir du premier tour. Un seul petit échange avec M. Bonneau quand il a dénoncé le laxisme judiciaire. Sinon, c'est vrai que c'est entre vous quatre, M. Fournier, M. Fesneau, M. Forissier et M. Bonneau, que il y a eu le plus de clivage. Alors évidemment, M. Bonneau a été beaucoup attaqué sur son bilan, le candidat socialiste sortant, attaqué par Marc Fesneau, candidat MoDem La République En Marche, et attaqué par Nicolas Forissier également, une région qui ne serait pas assez présente, notamment auprès des chefs d'entreprise. M. Fournier, candidat écologiste, vous avez été obligé, quelque part, et c'est bien normal, de défendre le bilan commun de la majorité sortante, en essayant de faire entendre quand même votre petite musique, entre guillemets, petite musique écolo. Quant à M. Bonneau, vous avez été évidemment opposé à M. Fesneau, le candidat ministre, avec un gouvernement qui ne soutient pas assez.
Voilà, Merci. juste un mot pour dire Rapidement, que j'ai Antoine. senti quand même qu'entre M. Fesneau et M. Forissier, il y avait pas mal d'amabilité, une sorte de gentleman agreement. Ça, c'est mon avis à moi. On l'aura C'est mon noté, avis. cela On n'aura peut pas débattre, échappé être en tout cas aux téléspectateurs. Merci Antoine. On passe à l'ultime séquence de cette émission. Vous avez, messieurs, à présent 1 minute et pas 1 seconde de plus, j'insiste, pour convaincre les électeurs. Le chrono va se L'ordre de mettre vos dans le- prises de parole est celui qui a été désigné par tirage au sort. On commence donc avec vous, Marc Fesneau. Vous avez 60 secondes. Je commence et je finis. D'abord, pour me réjouir de ce débat, ça a permis d'éclairer un certain nombre de sujets. Dire à ceux qui nous regardent et les remercier de nous avoir regardés jusqu'à cette heure que les 20 et 27 juin, ils ont l'avenir de la région entre leurs mains. On voit bien qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire mieux. On voit bien qu'il y a un bilan. Et il faut aussi regarder le bilan dans les élections. Il me semble que cette région, elle a des potentiels d'attractivité qu'elle peut retrouver. Elle a des potentiels de fierté qu'elle peut le retrouver. Elle a des potentiels économiques autour du numérique, autour de la transition énergétique, autour du bâti, comme j'en parlais à l'instant. J'ai constitué une équipe de personnalités qui sont des personnalités qui, au fond, représentent l'ensemble de la société régionale. Des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des gens engagés dans le numérique, des agriculteurs, des élus locaux. Parce qu'au fond, ils représentent la diversité de cette région. On a un grand besoin de renouvellement des pratiques, de la gouvernance et des politiques dans cette région. Et le 20 et 27 juin, au fond, vous avez dans les mains les clés de cet avenir. Et les 20 et 27 juin, vous pourrez décider pour ce vrai renouvellement et que dans 6 ans, on ne se dise pas, au fond, on a encore perdu 6 ans. Merci Marc Fesneau. Je me tourne maintenant vers François Bonneau, candidat socialiste. C'est à vous maintenant pour cet exercice d'1 minute, pas 1 seconde de plus. Merci. Je me réjouis de voir qu'au terme d'un mandat qui a été consacré à cette région, 63% de nos concitoyens considèrent que le bilan est bon ou très bon, ce qui, bien évidemment, pose un problème à mes concurrents aujourd'hui. Je me dis que vraiment, la période qui s'ouvre sera une période très importante. Il faudra du courage, il faudra de la détermination par rapport à ces défis environnementaux, ces défis sociaux. Il faudra poursuivre le travail pour relever le défi de l'emploi. Il faudra poursuivre le travail pour la fierté du territoire que nous aimons, la région Centre-Val de Loire. Et pour ça, il faut être capable de rassembler. Rassembler sur un bilan, c'est ce que je fais. Rassembler sur un projet. Les forces de la gauche, les forces de l'écologie, mais bien plus largement, celles et ceux qui, acteurs économiques, acteurs sociaux, femmes et hommes de culture, on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, responsables associatifs, très importants dans notre région, ont envie de franchir une nouvelle étape. Nous avons cela au cœur et le 20 et 27, je suis persuadé que ça fera la différence. Merci François Bonneau, Charles Fournier. C'est à vous à présent. Vous avez également 1 minute pour convaincre. Merci. Alors nous sommes à un moment clé. 15 000 scientifiques du monde entier nous ont envoyé une alerte en disant que 8 des 9 limites planétaires étaient atteintes et que les 10 années à venir étaient des années clés pour prendre des décisions courageuses. Nous ne pouvons pas reculer, nous devons prendre ces décisions. Face à ça, les réponses seront collectives. On ne changera pas le monde sans les gens, on le changera avec nos concitoyens. C'est pour ça que nous avons construit une liste marquée par cette dynamique des territoires, par la citoyenneté, 40% de citoyens non engagés dans des partis politiques et 9 forces politiques qui soutiennent notre démarche. Je crois en la force des initiatives, je crois dans la capacité des territoires de s'engager dans ce cap de transformation, les entrepreneurs, les salariés, les chefs d'entreprise, tous les acteurs de nos territoires. Alors, le 20 juin et le 27 juin, il y a un vote utile, c'est le vote pour l'écologie et la solidarité, c'est le vote pour la transformation écologique de nos activités humaines, pour un monde vivable dans lequel nous pourrons être en équilibre avec la nature et nos écosystèmes. Nicolas Forissier, on vous écoute vous aussi dans cet exercice de la minute pour convaincre. 1 minute pour convaincre sur des sujets multiples, très nombreux. Moi, je veux dire simplement que, comme chef d'entreprise, comme élu depuis très longtemps, comme membre du gouvernement, comme parlementaire, j'ai acquis une expérience et j'ai souhaité rassembler dans cet esprit autour de moi des élus, beaucoup d'élus, qui représentent tous les territoires, parce que nous pensons qu'il faut une alternance dans cette région après un quart de siècle de gouvernance socialiste et vert. Nous voulons vraiment transformer la façon de travailler. Nous voulons repartir des territoires, repartir des projets des acteurs. Ce sont les projets des acteurs des territoires qui comptent. Les entreprises, les élus, les agriculteurs, les associations. Nous allons changer et simplifier le fonctionnement de cette région. Et nous allons nous concentrer sur les principales préoccupations qui sont la santé, le développement économique, la sécurité. Nous le faisons avec conviction. Nous pensons que nous pouvons, et je pense que nous pouvons gagner. Nous sommes au fond peut-être la liste la plus solide pour faire repartir cette région, et je vous le dis avec cœur.
Merci beaucoup Nicolas Forissier. Enfin, Aleksandar Nikolić, pour convaincre les électeurs du Centre Val-de-Loire, c'est à vous. Effectivement, les 20 et 27 juin, les électeurs auront un choix crucial à faire pour déterminer le futur de notre région et la manière dont ils vivront pour les 6 ou 7 prochaines années à venir. Ça sera déterminé plus tard. Cette région, elle a de multiples atouts, on le sait. Sa zone géographique, proche de la région parisienne, son patrimoine, son histoire. Il va falloir qu'on se serve de ça pour relancer cette région. Les gens auront, je vous le disais, un choix à faire, soit continuer avec la majorité sortante qui a échoué dans beaucoup de domaines, soit faire confiance à notre liste, les listes que je porte, celle du Rassemblement national et de ses alliés, une liste avec des gens compétents qui sont prêts demain à diriger la région Centre-Val de Loire, qui ont rédigé avec moi un projet de 60 pages complet sur tous les sujets que vous pouvez retrouver sur notre site. Et on est prêt, comme ce qu'on fait d'ailleurs dans toutes les communes que l'on dirige, à améliorer la vie des gens concrètement et tourner notre territoire vers le futur. Merci Aleksandar Nikolić. Rebecca, je vous rappelle, Franck, on rappelle qu'il y a deux autres candidats en lice. Je vais vous les rappeler. Absolument. Et nous allons les voir. Farida Mekdoud pour Lutte ouvrière, ainsi que le binôme, puisqu'il s'agit bien d'un binôme, Jérémy Clément et Christelle de Crémier pour Démocratie écologiste. Voilà Rebecca, nous sommes complets. Ce débat touche à sa fin. Bien, merci Franck, merci à tous, merci à vous d'avoir été sur ce plateau, messieurs les candidats. C'était le grand débat des élections régionales sur France 3 Centre Val-de-Loire pour le premier tour. Rendez-vous donc pour le dénouement dans les urnes le 20 juin prochain. Bonsoir, merci. Et second tour le 27. Et merci infiniment Antoine Denecher d'avoir participé. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Excellente fin de journée et belle soirée. Merci à vous. Merci. Sa plus belle histoire d'amour, c'est vous, Barbara.